De géant vert de 4 mètres. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as vu? De qui tu dis, pardon? Des géants verts de 4 mètres. Ah oui, ok, oui. Bon, bah ça, en fait, je vais en parler rapidement. C'était en 2010. Je suis allé à un séminaire de Saï Baba à Bugarach, et dans un endroit qui s'appelle la ferme de la Genivrière, à l'entrée de Bugarach. Et derrière la ferme, en fait, deux amis à moi ont vu un géant, en fait, de 3-4 mètres, donc dans le champ, en fait, à une centaine de mètres d'eux. Donc ça, c'était la première fois qu'on me parlait de ça, et puis après, bon, ben, j'ai fait des recherches, et j'ai découvert, en fait, que les vaisseaux dorés que j'avais pu observer, il y avait une déesse originaire de Vénus qui s'appelle Oriana, qui était venue dans ces vaisseaux il y a plusieurs millénaires en arrière, par une porte qui s'appelle la porte du Soleil en Bolivie. Donc si vous tapez sur Google, vous trouverez des photos de cet édifice puisqu'il existe encore. Donc la porte du Soleil en Bolivie, et cette déesse, Oriana, donc elle serait arrivée avec les géants constructeurs des pyramides. Donc des géants également qui faisaient 3-4 mètres de haut et qui maîtrisaient en fait les techniques de sculpture des pierres, donc au dixième de millimètre près, donc c'est comme ça qu'ils ont construit les pyramides d'ailleurs, et de lévitation des blocs de pierre de plusieurs tonnes à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Donc voilà, bon, pour parler des géants, c'est ce que j'ai découvert sur mon chemin, ils existent réellement, et après mon passage télé, en fait, comme j'ai parlé de ça, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont appelé, des femmes notamment, du côté de Marseille, par là-bas, je sais plus le nom exact, c'était enfin, du côté de Marseille, ouais, c'était dans la région de Marseille, et qui m'ont dit en fait qu'elles avaient vu, étant petites, elles étaient allées se promener dans la forêt, qu'elles avaient vu sortir de grottes des hommes géants de 3-4 mètres pareil. Donc elles m'ont confirmé ça en fait, elles m'ont appelé au téléphone spécialement pour me dire que ce que je disais était vrai, et qu'elles-mêmes aussi elles avaient vécu des expériences comparables. Donc voilà. Donc les géants, ils existent hein, de toute façon. Ce sont simplement des êtres humains qui ont des capacités particulières et qui vivent dans les cités intraterrestres. Donc ils vivent sous la terre. Ils vivent cachés. Pourquoi ils vivent cachés? Parce qu'ils sont, en termes de connaissances ils ont des capacités supérieures aux nôtres, vous l'avez compris, dans certains domaines. Et ils ont peur en fait de la réaction des humains d'agression en fait vis-à-vis d'eux, parce que s'ils se montrent tels qu'ils sont, ils ont peur en fait qu'on les chasse ou qu'on les violente, parce qu'ils sont beaucoup plus évolués que nous. Voilà, c'est ça le truc. Donc c'est pour ça qu'ils vivent sous terre pour l'instant. Mais moi, justement, ça me parle ce que tu dis, parce que ces géants constructeurs de pyramides, je les ai déjà vus dans un rêve. C'est pour ça que Ok. ça me semble. Mais de toute façon, il faut savoir que ce qu'on vit dans les rêves, c'est une réalité dans d'autres plans, Donc en fait, on a l'impression que c'est un rêve, mais c'est simplement une réalité à un autre niveau. Ah, d'accord. D'accord. J'avais une question, Sylvain. Ouais, En fait, j'habite dans la région de la Javie, là où il y a eu ouais, je sais. le fameux événement des humides, exactement. Ouais. J'aimerais bien savoir en fait qui sont-ils, que veulent-ils et qu'est-ce que c'est exactement tout ça, parce que même si je suis dans cette région-là, où la légende est encore bien ancrée, il y a beaucoup de fausses informations dessus. Ouais, alors moi je peux en parler des humides parce que je suis très proche d'eux en fait. Je vais expliquer pourquoi je suis très proche d'eux. C'est parce qu'en fait, plusieurs personnes, et dont des reptiliens d'ailleurs que j'ai rencontrés sur mon chemin, m'ont confirmé en fait que j'avais été préparé dans un laboratoire d'Aldébaran en fait, par les humides et par les grilles aussi. Donc en fait, si vous voulez, j'ai une apparence d'un être normal comme tout le monde, mais les reptiliens que j'ai rencontrés m'ont dit que j'étais un surhomme en fait préparé par les humides et les grilles. Et d'ailleurs, si vous mettez ma photo de ma tête sans barbe, prenez ma photo où j'ai pas de barbe, et mettez-la à côté de la tête du portrait d'un humide. Vous verrez que je suis comme un frère par rapport à eux. Donc en fait, je le ressemble beaucoup. Donc mon front en fait solaire, mon front très large et dégarni, c'est exactement la même topologie de visage que celle d'un humide. Et je vais même dire plus que ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans mon quotidien, en fait, je suis accompagné par deux guides humides en permanence. C'est-à-dire qu'il y a dans les plans subtils, en fait, dans les plans invisibles, il y a deux humides qui m'accompagnent partout où je vais. Donc en fait, pour vous dire, bon, moi ça fait depuis 2007 en fait que je suis au courant de leur existence.
Parce qu'en 2007, j'ai rencontré un gars qui avait fait une expérience de mort imminente. Donc il y avait eu un grave accident de voiture et puis qui en avait réchappé. Et ce gars-là, il était belge, puis il s'appelait Marc. Puis il m'a dit, mais toi, tu devrais t'intéresser aux humides, aux Égyptiens, etc. Enfin, il m'avait laissé un bouquin sur les humides qui s'appelle Humo. Ce bouquin est de Jean Polion. Vous pourrez taper sur Internet et le retrouver. C'est un bouquin bleu, en fait. Et dans ce bouquin, tout est expliqué sur la langue. C'était un bouquin de décryptage, en fait, de la langue des humides. Parce que la langue des humides est beaucoup plus évoluée que la nôtre. Et elle permet, en fait, d'aller divagant plus loin, quasiment, en termes d'évolution de la science. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une langue qui permet de mettre au point des moyens de transport, par exemple, qui dépassent de plusieurs fois la vitesse de la lumière. Et donc, bon, chose que nous, on n'arrive pas à faire pour l'instant. Donc, en fait, ils ont un niveau d'avancement très, très évolué, et c'est lié à leur langue, c'est lié au niveau de leur science, et plein d'autres choses. Bon, c'est décrit dans ce bouquin dont je vous parle. Bon, moi, je l'ai lu en détail, ce bouquin, et je l'ai lu peut-être même lu une dizaine de fois, tellement j'étais intéressé par ce qu'il y avait dedans. Donc en fait, c'est pour vous dire que les humides, en fait, ils habitent sur une planète qui s'appelle Humo. Ils ont atterri effectivement à la Javie près de Digne, donc dans les Alpes, là où on est passé récemment presque, parce qu'on n'était pas loin avec Benjamin quand on a pris le départ de la marche pacifique avec Benjamin et Pierre d'ailleurs, qui était le troisième chevalier qui nous a accompagnés au départ jusqu'à Genève. En fait, on est passé à Sisteron, donc c'est pas bien loin de la Javie. On nous a dit, d'ailleurs à un moment donné j'ai hésité, je me suis dit peut-être qu'il faut qu'on aille à la Javie parce que comme c'est un lieu de présence des humides, il faudrait peut-être qu'on passe là-bas. Puis finalement le fil nous a conduit à l'Aragne, c'était aussi très bien, c'était aussi un endroit où il fallait qu'on aille. Mais bon, enfin, c'est pour vous dire que je connais très bien les informations liées à tout ça. Alors, en fait, les humides donc, ont un rôle donc, dans la conception de qui je suis. Bon, vous l'avez compris, ça, et maintenant tout le monde le sait. Mais ils ont aussi un rôle d'accompagnement de l'humanité dans le cosmos au complet pour qu'on puisse instaurer la paix, puisque ce sont des ultra-pacifistes, en fait. C'est un des peuples les plus pacifistes dans le cosmos. Donc, ils sont à 100% pour la paix. Il n'y a pas un doute là-dessus. Et donc, du coup, c'est une civilisation très importante pour l'avenir de l'humanité. Ouais. C'est clair. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, parfaitement. Par contre, je vois qu'il y a des questions qui se posent à l'écrit en bas. Ok, oui, je vois aussi. Maxime Pontu. Maxime. Les géants ce sont des êtres humains comme nous, mais qui ont accompli des paliers spirituels ou non? Oui, en fait, effectivement, c'est ça. Et ils ont accès, en fait, à... Et en fait, quand tu dis ils ont accompli des paliers spirituels, c'est pas tellement en termes de paliers que ça se discute. C'est plutôt en termes de reliance. C'est-à-dire qu'ils accomplissent, en fait, la reliance à l'Akasha. Et dans l'Akasha, en fait, c'est une sorte d'encyclopédie universelle de la mémoire de l'humanité. Et là-dedans, on a toutes les connaissances universelles, donc cosmiques. Donc, et là, on a toutes les connaissances scientifiques les plus évoluées, et c'est celles qui sont en vigueur au plan cosmique quand on veut aller le plus loin possible. Donc eux, ils sont reliés à ça, et certains êtres humains le sont aussi. Et donc c'est ça qu'on doit travailler au niveau de l'humanité, c'est la reliance à l'Akasha. Ce que j'appelle l'Akasha, donc d'autres l'appellent le champ A, c'est les annales akashiques en fait. C'est là où on trouve toutes les connaissances universelles les plus avancées. Et les seules véritables d'ailleurs, c'est celles qui correspondent à la vérité en fait de la science cosmique. Donc aujourd'hui, bon, en clair, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les mathématiques qu'on apprend à l'école, c'est pas forcément les mathématiques qui sont en reliance avec l'Akasha, bien entendu. Elles sont pas au point. Donc il faut tout refondre au niveau scientifique. Il faut qu'on passe à une nouvelle science quantique et qui fait appel à une reliance pure à l'Akasha. Donc les géants font appel à ça, c'est comme ça qu'ils ont pu construire les pyramides avec des méthodes naturelles, hein, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune technologie matérielle, c'était juste par la pensée en fait, qu'ils pouvaient sculpter des blocs au dixième de millimètre près, les assembler au dixième de millimètre, et puis derrière les soulever à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Même s'ils faisaient 10 tonnes, 20 tonnes, 40 tonnes, 50 tonnes, peu importe le poids en fait, les balancer à plusieurs centaines de hauteur juste par la force de la pensée. Et donc ça, tout le monde, on peut le faire, mais il faut qu'on retrouve absolument cette reliance à l'Akasha qui est fondamentale. Voilà. Alors moi j'avais aussi une question. Oui, c'est Benjamin là qui parle? Oui, c'est bien ça. Ouais. Ok. C'est concernant les cités Citadel Vita. Oui. Donc j'ai vu que tu es à la recherche d'un assez gros budget. Donc je voudrais savoir un peu en quoi ça consiste exactement ces cités et pourquoi
est-ce que tu les ferais en France, au Québec et au Brésil? Oui, alors c'est lié à l'Atlantide en fait, pour répondre rapidement. Pourquoi c'est lié à l'Atlantide? C'est parce qu'en France, au Québec et au Brésil, il y a des montagnes qui forment des triangles, on les appelle les triangles sacrés Atlantes, donc en référence à l'Atlantide. Et ces triangles en fait de montagnes sont des concentrateurs cosmotelluriques. En fait, c'est des gigas centrales d'énergie en fait qui sont des milliards de fois plus puissantes en fait que toute l'énergie rassemblée au niveau planétaire. En fait, l'énergie en place, c'est-à-dire le nucléaire, photovoltaïque et éolien, tout ça c'est un pouillème en fait de l'énergie cosmotellurique disponible à travers ces infrastructures qu'on appelle des triangles sacrés Atlantes. Donc c'est au temps de l'Atlantide, ils utilisaient ça pour construire en fait des cités, pour activer la régénération, pour chauffer des vallées entières. Donc ils pouvaient réchauffer en fait sans radiateur comme on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire juste par l'énergie naturelle des montagnes et des rochers, en fait réchauffer une vallée entière. Ils pouvaient se nourrir, donc manifester la matière, donc manifester le pain. C'est comme ça que Jésus multipliait les pains, par exemple, avec cette énergie-là. Donc on appelle le vril ou le prana. Et donc ces montagnes sont des giga concentrateurs d'énergie. Et donc on peut avec ça soigner, chauffer, allumer. Ils pouvaient aussi en activant ça, ils pouvaient transformer un rocher en lampe. C'est-à-dire en fait que le rocher devienne fluorescent pour éclairer une vallée entière. Et sans autre moyen que des moyens naturels. Donc c'est ça existe. Donc on doit simplement le retrouver en fait pour le réactiver dans les cités de lumière et puis faire en sorte à ce qu'on déconstruise en fait tout ce qui est artifice. C'est-à-dire tout ce qui est artifice, c'est par exemple le radiateur que j'ai en face de moi là, ça n'a pas lieu d'être, puisque c'est quelque chose de. C'est comme un appendice, quoi. C'est quelque chose qui sert à rien. On peut se réchauffer sans ça. Et on peut le faire même au niveau cellulaire, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place un processus de radiateur interne à l'organisme, qui est avec le prana, toujours comme le font certains yogis. D'ailleurs, quand vous voyez certains yogis se tremper dans la glace et y rester plusieurs heures, et ben c'est ce qu'ils font en fait. Ils activent le radiateur intérieur au corps humain. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Parce que ça va nous permettre en fait de déconstruire en fait tout ce qui sert à rien, donc tout ce qu'on a créé par méconnaissance en fait des méthodes naturelles, et puis reconstruire en fait, mettre en place des infrastructures 100% naturelles qui seront complètement respectueuses de nous-mêmes et puis de notre environnement extérieur. C'est ça les cités de lumière. C'est en fait un nouveau monde complet. Ça ressemble aux cités de lumière qui sont sous nos pieds, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les géants, eux, ils habitent dans des cités qu'on appelle les cités de lumière Agartha. Donc c'est un réseau immense souterrain, donc au centre de la Terre, de cités comme Telos, Shambhala. Shambhala c'est dans le Tibet, Telos c'est à Mont Shasta en Californie, c'est en dessous du Mont Shasta. Shambhala donc c'est en dessous de la chaîne du Tibet, dans l'Himalaya. Et eux, ils sont très avancés déjà. Et ils font déjà ce qu'on devrait faire en surface. C'est-à-dire qu'en fait, dans le Tibet, pour vous donner un ordre d'idée, il y a une communauté de savants et de génies, même, on va dire ça comme ça, au plan terrestre et cosmique, qu'on appelle les Mahatmas. Donc les Mahatmas, en fait, ils ont une déesse qui s'appelle Ashti Wangmu, c'est une chinoise. Et moi, je la visite la nuit, en fait. C'est-à-dire, je lui rends visite dans mes rêves, mais comme je vous l'ai dit, mes rêves sont une réalité dans d'autres plans. Donc j'ai des contacts avec cette déesse en fait qui supervise en fait la communauté des plus grands savants sur Terre et dans le cosmos. Et donc c'est avec des êtres comme ça qu'on doit collaborer et on peut leur parler. Il suffit de, comme je le fais avec les Elohim et Ashtar Sheran, de se mettre autour de la table, de leur demander leur présence, mais ils viennent dans certaines conditions, à partir du moment où ils sentent que l'énergie est sécurisée et qu'il n'y a pas de risque que des énergies contraires viennent perturber le travail. Et donc à partir de ce moment-là, on peut les inviter à venir travailler avec nous pour construire le nouveau monde et construire ces cités de lumière, ces Mahatmas. Ils viendront avec grand plaisir. Mais pour ça, il faut qu'on leur fasse montre en fait d'ouverture de conscience et de paix totale. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas qu'on profite de leur bienveillance et de leur immense savoir pour derrière faire des choses qui seraient contraires à l'amour et à la vérité avec eux. Parce qu'ils seront très vigilants à ça. Ce sont des êtres très évolués. Et donc ils ont besoin de refaire confiance à l'humanité sur Terre, terrestre j'entends, qui était pendant longtemps en guerre. Donc c'est pour ça qu'ils sont, comme je vous l'ai dit, ils vivent sous terre pour ça justement, parce qu'ils attendent en fait le moment où l'humanité va poser les armes au sol, va les détruire complètement et va construire en fait l'équivalent de ce qu'ils ont sous terre en surface. Ils nous attendent en fait pour construire ce monde-là, en quelque sorte le paradis sur terre.
et dans le cosmos aussi, parce qu'il n'y a pas que la situation de la Terre n'est qu'un laboratoire par rapport à ce qui se passe dans le cosmos. Donc il compte sur nous en surface de la Terre pour qu'on soit l'exemple, en quelque sorte, de ce qui va se passer dans le cosmos à l'échelle élargie, c'est-à-dire ce qui va toucher toutes les planètes. Parce qu'il y a d'autres problèmes aussi sur d'autres planètes à régler, et si les êtres humains en surface de la Terre réagissent et mettent en place le paradis sur Terre, ça va faire comme une vague en fait pour qu'on puisse construire le paradis dans le cosmos. Et c'est ça qu'attendent les Mahatmas, ils attendent qu'on évolue rapidement tous à travers une vague d'ouverture de conscience pour qu'on puisse collaborer avec eux et collaborer avec les enfants qui s'incarnent parce que nos bébés et nos enfants sont les maîtres de sagesse qui arrivent sur Terre pour nous enseigner. Mais ça, les instituteurs ou le corps enseignant en général ne le sait pas. Ils essayent de leur inculquer des connaissances qui sont déjà dépassées, alors que les enfants, quand ils arrivent sur Terre, ils sont déjà reliés à l'akasha, donc le champ dont je parlais tout à l'heure. Donc si on écoute un enfant, des fois, il nous donne des clés de compréhension des choses de l'univers qu'un adulte serait incapable de donner. Moi, ça m'est arrivé juste avant, et Benjamin peut en témoigner. Juste avant notre départ, on a rencontré un enfant, on ne donnera pas son prénom pour protéger son anonymat, mais c'est un enfant en fait qui nous a parlé comme aurait pu me parler un sage cosmique. Et il m'a donné, d'ailleurs, je vais poster bientôt la photocopie des signes qu'il m'a donné. Il m'a donné des clés d'accès spatio-temporel et il m'a dessiné en fait le dessin des clés. Et il m'a dit, voilà, c'est pour toi, au moment où tu iras sur ta marche pacifique, garde-les avec toi tout le temps et ça t'ouvrira les portes. Effectivement, je les ai gardées tout le long du chemin et ça m'a ouvert toutes les portes. Bon, il se trouve qu'en Israël, Israël nous a refusé l'entrée sur le territoire, ça c'est une autre question, on en parlera plus tard, mais ce qui est accompli a été accompli. Le refus de l'État d'Israël fait partie du plan divin. C'est un peu comme les médias tout à l'heure qui ont mordu à l'hameçon, Israël a mordu aussi à l'hameçon. Le fait qu'il m'ait intercepté et que c'était planifié à l'avance, parce que le gars s'est approché de moi et a fait 20 mètres pour venir me chercher à la sortie de l'avion, donc ça veut dire qu'il m'avait déjà identifié à l'avance. Donc c'était concerté entre les gouvernements et le ministère de l'Intérieur d'Israël, et sûrement les autres gouvernements d'ailleurs, y compris le gouvernement français. Bon ben ça c'était un hameçon qui leur était tendu et ils ont mordu. Donc tant mieux, nous on va pouvoir maintenant communiquer et dire, dénoncer en fait tout ça, avec les chevaliers de la paix qui vont nous accompagner, nous aider à faire savoir ce qui se passe pour qu'on puisse passer à autre chose et donc instaurer ce monde de paix et d'écologie. Donc voilà. Ouais, c'est très clair. Merci pour ta réponse. Ok. Il y a une autre question. Oui, j'avais une question justement par rapport au mont Shasta en fait, ou Shasta en Amérique, je ne sais plus exactement le nom. J'avais lu un article comme quoi un archéologue était allé faire des fouilles là-bas, qu'il avait trouvé une grotte bien particulière, des témoignages comme quoi les tribus indiennes locales avaient vu des êtres qu'ils appelaient les lémures ou les lémuriens, quelque chose comme ça. Oui. Et après, l'État a intervenu dans cette zone et cette grotte malheureusement a été explosée à la dynamite. Alors, est-ce que c'est justement ces Mahatmas dont tu parlais, ces êtres lémuriens? Oui, en fait, les Lémuriens font partie de la communauté des Mahatmas, au même titre que les Atlantes, et ils font partie des civilisations les plus avancées qui vivent sous terre, donc au Mont Shasta notamment. Mais ils ne sont pas seulement au Mont Shasta, ils sont aussi sur l'île d'Hawaï, par exemple, ils sont un peu présents sur plusieurs sites. Donc en fait, les Lémuriens, l'un d'entre eux, par exemple, Télos, en fait, il y a Adama, en fait, qui est le grand prêtre de Télos, qui est une cité de lumière sous le Mont Shasta. Donc Adama, en fait, moi je l'ai rencontré. Donc c'est simple en fait de rencontrer Adama. Il faut faire une méditation. Et quand vous rentrez en méditation, vous appelez son énergie. Et c'est vrai pour tous les êtres de lumière. Si vous voulez rentrer en contact avec Melchizedek, avec Jésus, avec tous les autres, vous pouvez les appeler en fait. Ils peuvent venir en fait. Et en fait, ça se passe comme sur une sortie hors corps. C'est-à-dire votre double en fait sort de votre corps. Et bon, l'être de lumière qui vient à votre contact vous prend par la main et il vous emmène. Donc moi je l'ai vécu avec Adama, ça. Donc il m'a fait traverser un tunnel et m'a découvrir une vallée à un moment donné. Un jour où je suis entré en contact avec lui. Mais bon, c'est pour vous dire en fait que les Lémuriens effectivement sont présents, pour répondre à votre question, ils sont présents au Mont Shasta. Et ils sont en lien avec cette communauté des Mahatmas dont je vous ai parlé précédemment, bien entendu. Et j'aurais également aimé savoir d'ailleurs pourquoi certaines tribus comme les Indiens ou les Aztèques, les Mayas pouvaient bénéficier en fait du dialogue avec ces êtres alors que nous aujourd'hui dans notre modernité on ne peut pas. Alors, c'est une très bonne
bonne question. C'est parce qu'en fait, le contact avec la nature est un élément primordial en fait pour qu'on puisse établir le contact avec l'Akasha et donc avec toutes les civilisations du cosmos. Je prends un exemple, les Dogons par exemple. Ils ont contact avec les civilisations de Sirius. Vous connaissez les Dogons, c'est une peuplade en fait aborigène en fait, je dirais, du centre de l'Afrique. Je ne sais plus quel pays d'ailleurs, mais peu importe. Ces Dogons en fait reçoivent et canalisent des informations de Sirius. Et donc c'est bon, sur internet vous rechercherez, il y a plein d'informations dessus. Et donc c'est ce qui explique leur lien privilégié avec les civilisations extraterrestres, c'est que plus on est proche de la nature, donc et des éléments naturels, et des élémentaux, parce que les élémentaux c'est les fées, les gnomes, etc., qui vivent dans les plans subtils mais qui sont une réalité, hein. Donc plus on est proche de ces êtres-là, et plus on est en contact avec toute la dimension de l'univers, c'est la création universelle. Donc, parce qu'en fait, les élémentaux, comme les animaux, comme les végétaux, donc un arbre, on peut parler à un arbre, on peut savoir le nom d'un arbre. Un arbre peut nous apprendre plein de connaissances. Pareil pour un animal, on peut parler à un cheval, on peut parler à un dauphin, etc., à une baleine. Donc ils sont là pour nous enseigner. Mais ça, aujourd'hui, c'est pas une vérité en fait qui est diffusée largement, alors que c'est la vérité primordiale. Et ça, quand l'humanité au complet, à l'échelle terrestre, prendra conscience de ça, on fera un grand pas en avant. Ce sera un petit pas au niveau de l'ouverture de conscience, mais un grand pas en avant pour l'humanité. Et donc, c'est ça qu'il faut réaliser. C'est qu'en fait, ces êtres, donc ces peuplades d'Afrique, d'Amérique du Sud, ou d'Amérique du Nord d'ailleurs aussi, parce que j'ai été au Québec, et là-bas, ils sont très proches de la nature, beaucoup plus proches ici. Donc du coup, ils sont beaucoup plus ouverts aux choses de la spiritualité, et puis à la communication avec ces mondes de l'invisible. Donc du coup, ils ont un niveau d'avancement assez poussé, ouais, par rapport à l'Europe, par exemple, ou à la situation que j'ai pu découvrir en France. Et ça leur permet en fait de capter en fait des informations, puis d'entrer en contact avec ces êtres beaucoup plus facilement. Donc le contact à la nature, primordial. C'est-à-dire qu'en fait, moi, bon, vous savez que je m'appelle Sylvain. Sylvain, c'est Sylvanus, l'homme vert. Bon, je suis en lien avec tout ça, naturellement. C'est mon essence profonde. En fait, Merlin l'Enchanteur, bon, vous avez découvert tout ça. Mais ça, c'est une réalité. Hein. Quand je suis allé à Brocéliande, rencontrer les druides de Brocéliande, ils m'ont reconnu, ils me connaissaient. Ils m'ont dit, tu es le seul sur la planète à pouvoir ouvrir la porte de la nouvelle Agartha. Donc, et à pouvoir, ça, bon, c'est moi qui l'aurais appris par la suite, mais j'aurais appris en fait que j'avais découvert l'emplacement du livre de la mémoire des temps. Et donc, eux, ils m'ont appris par contre que c'était ce livre-là, parce que moi, je savais pas au départ, je savais le nom du livre, mais je savais pas que c'était le livre de la mémoire des temps. Et eux m'ont confirmé en fait que c'était ce livre-là. Donc, si vous voulez, c'est pour vous dire en fait que le contact à la nature est primordial. Et plus on est proche de la nature, et c'est pour ça que je parle d'un nouveau monde en fait très proche de la nature, où on développe des solutions 100% naturelles et qu'on supprime en fait tout ce qui est appendice, donc le mobilier, les radiateurs, les maisons, qu'on les refasse autrement, enfin, qu'on détruise tout en fait. Tout ce qui a été inventé jusqu'à présent, il faut tout mettre par terre et tout placer au pilon. Et il faut reconstruire en fait des choses beaucoup plus naturelles, qui seront respectueuses en fait de la santé humaine en termes de régénération. Donc la fonction essentielle et centrale des nouvelles maisons, ça doit plus être en fait le chauffage, ça doit être la régénération de l'être humain. La régénération, ça veut dire quoi? C'est le passage au stade d'immortalité. Donc c'est ça la fonction essentielle des maisons de demain. Et donc ça, des êtres proches de la nature, comme les Dogons, comme les êtres les êtres humains que vous avez cités tout à l'heure, donc les peuplades d'Amérique du Sud, peuvent nous aider grandement à ça, parce qu'eux, ils vivent tous les jours dans les forêts. Et ils savent ce que c'est que les élémentaux. Discuter avec un animal, un jaguar, ou avec un serpent, ou avec n'importe quoi, ils savent parler aux animaux. Et ils parlent aussi aux fées, aux gnomes qui sont dans les forêts, etc. Et ils parlent aussi, du coup, avec les civilisations qui sont sur d'autres planètes à des milliards d'années-lumière d'ici. Donc, ils peuvent nous aider grandement. Mais pour ça, il faut qu'on arrête de les considérer comme des animaux. Parce que jusqu'à présent, en fait, ils ont été considérés comme tels, très souvent, par les soi-disant civilisations plus avancées au niveau industriel et technologique. Donc en fait, c'est ça la vérité, c'est qu'il faut qu'on ouvre en fait le dialogue avec des populations aborigènes, qu'elles soient en Australie, qu'elles soient en Amérique du Sud, qu'elles soient en Afrique, et qu'on s'appuie sur eux pour apprendre des choses. Et dans les deux sens, ils ont à apprendre de nous et on a à apprendre d'eux également. Et aujourd'hui, je dirais que si on met la raclette à 80-20%, je dirais qu'on a plus à apprendre d'eux qu'ils ont à apprendre de nous. Parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus au contact de la nature et donc du coup beaucoup mieux reliés au champ A.
A, c'est la base référentielle du monde de demain. Donc on a à s'ouvrir en termes de... Et du coup, ce mouvement qu'on va faire vers eux, ça va nous permettre de mieux comprendre la nature et de nous-mêmes mieux la respecter. Et quand je dis la nature extérieure, c'est aussi la nature intérieure. Parce que c'est pour respecter la nature extérieure, donc l'environnement, les forêts, tout ça, donc il est urgent qu'on respecte les forêts. Pourquoi? Parce qu'en Amérique du Sud, en Amazonie, au Québec, etc., ils font des coupes à blanc. Ça veut dire qu'ils suppriment toutes les forêts. Bon, moi, je m'appelle Sylvain, donc je ne suis pas du tout pour qu'on supprime toutes les forêts. Au contraire, je suis pour qu'on plante et qu'on plante en masse partout. Et qu'on nettoie toutes les forêts, parce que les forêts, aujourd'hui, ce sont des poubelles. Donc quand on visite la forêt, n'importe laquelle, il y a des sacs plastiques partout. Donc il faut tout nettoyer à fond. Donc il y a un grand chantier de nettoyage à fond. Là, il faudra solliciter une fondation qui s'appelle Let's Do It, qui fait ça depuis quelques années, et qui nettoie en un jour des pays entiers. Donc ça, il faudra qu'on le fasse à grande échelle et régulièrement, mais surtout en amont, plutôt que de ramasser les déchets une fois qu'ils sont par terre. C'est surtout en amont expliquer aux gens que quand on jette un mégot, ça a un impact. Parce qu'un mégot, c'est peut-être rien, mais des dizaines, voire des centaines de milliards de mégots, c'est énorme. Donc, et derrière, donc si on leur explique que plutôt que de jeter le mégot, eh ben, ils s'occupent de le recycler et puis de le faire disparaître, ça sera un grand pas en avant pour tout le monde. Mais je parle du mégot, mais c'est vrai pour le sac plastique, c'est vrai pour tout un tas d'autres ordures qui traînent dans les forêts, et un peu partout dans les océans, et sur les plages aussi. Parce que là, avec Benjamin, on peut en parler, on a été sur la plage d'Ancona, par exemple, c'était une vraie déchetterie. Donc ça, c'est pas acceptable pour un pays comme la Grèce, qui est un pays touristique par excellence, mais on peut parler de la France aussi, parce que la situation en France est la même, et de tous les pays en général. Donc il y a un vaste chantier de nettoyage, mais pour le meilleur nettoyage qui soit, c'est en amont. C'est ouvrir les consciences des gens pour prendre conscience que quelle que soit la chose qu'on jette au sol, ça pollue en fait tout l'environnement et ça fait disparaître des espèces vivantes. Et je parle, là je veux faire un lien rapide avec les pesticides. Avec Benjamin, on a rencontré à 2 reprises des apiculteurs sur notre trajet, et c'est pas par hasard. Ils nous ont dit les abeilles meurent. C'est parce qu'il y a des épandages de pesticides en règle, organisés par Monsanto, une filiale qui s'appelle Syntegra. Donc ça, il faut y arrêter tout de suite. C'est important, parce que si les abeilles meurent, c'est nous qui mourrons. Pourquoi? Parce que la bouffe, elle est faite à partir de pollinisation des abeilles. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut réaliser vite pour qu'on puisse agir et puis pro-agir, et pas simplement se contenter de réagir. Voilà. Ok. Des questions écrites, je suppose. Oui, à mort Monsanto, non pas à mort, mais il faut qu'ils changent de métier. Voilà, c'est ça. Non, mais les purifier, oui, Jean-Jean, il a la bonne réponse. Il faut qu'ils changent leur métier. Il faut qu'ils arrêtent de produire des pesticides et qu'ils produisent des solutions écologiques, Monsanto. Ils ont les moyens de le faire, mais il faut changer leur gouvernance. De toute façon, à partir d'aujourd'hui, ils sont considérés comme illégaux, puisque j'ai déclaré et proclamé officiellement la destitution de toutes les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, dans le monde entier. Donc toutes les boîtes sont considérées comme illégales aujourd'hui. Comme ça permet de mettre un point d'arrêt final à tout ça, puis de redémarrer sur du neuf. D'autres questions? Par qui? Par moi? Considéré illégal par qui? Là, la question de Maxime, c'est par moi. C'est moi qui ai décrété ça. Alors, j'avais une question en fait. Justement, quand on aura dépassé ce stade au niveau de nos mentalités, de notre spiritualité, est-ce que du coup, quand tu dis qu'on pouvait parler normalement aux élémentaux, aux arbres, aux animaux, s'ils ont des choses à nous apprendre, c'est peut-être bête de les manger. Alors, est-ce que quand on aura atteint un certain niveau, on pourra se nourrir, si je puis dire, d'énergie ou Oui. sans manger de la chair? Oui, la réponse est oui, et certains êtres le font déjà, de nombreux êtres sur la Terre le font déjà. Ça s'appelle l'alimentation pranique, d'autres le font à l'échelle du végétalisme et du végétarisme. Moi par exemple, je suis végétarien, presque végétalien d'ailleurs, puisque je mange plus de beurre, plus de choses comme ça, sauf dans des aliments recyclés, enfin, des aliments conçus comme des gâteaux par exemple. Il y a encore un peu de beurre dans ce que je mange, mais je mange plus de plaquettes de beurre, des choses comme ça. Oui,
Oui, en fait, donc la réponse est oui. Mais ça suppose une ouverture de conscience, parce que je peux raconter rapidement comment je suis passé au végétarisme et au végétalisme. C'est que quand je suis parti au Québec, en fait, je voulais chasser pour manger parce que j'avais pas un sou. Donc j'étais parti avec un arc de chasse en pensant chasser dans les forêts. Puis la première flèche que j'ai tirée est allée se picher dans un tronc d'arbre. Puis l'arbre m'a dit arrête de chasser, range ton arc. Donc il m'a parlé, il m'a fait comprendre en fait que je lui avais fait mal à tirer une flèche dans son tronc et qu'il fallait que j'arrête en fait. Donc j'ai mis tout au carquois, c'est-à-dire j'ai rangé l'arc tout neuf dans son carquois et j'ai plus jamais retouché. Pareil pour la pêche, après j'ai voulu pêcher parce que je me suis dit si tu manges pas de viande il faut manger du poisson. Et j'ai pêché, c'était une pêche miraculeuse. Je sortais des poissons-chats toutes les 15 secondes quasiment. Et en fait, les poissons-chats se sont retrouvés au bord de la berge, à frétiller, et puis là il a fallu que je leur coupe la tête. Et au quatrième poisson-chat que je coupais la tête, il m'a dit mais sais-tu que je suis un poisson sacré en Chine. Et là j'ai compris qu'il fallait que je remette à l'eau tous les autres, puis que j'arrête de pêcher. Donc c'est comme ça que ça se fait, c'est une ouverture de conscience en fait qui doit se faire au niveau de chacun pour qu'on puisse comprendre qui ils sont et les respecter. Parce que je pense pas que ça nous fasse plaisir si on était traités comme eux, comme on les traite. Donc en fait je pense qu'il y a une vraie évolution de conscience à avoir et que ça peut se faire, moi je l'ai fait, ça fait depuis 2008 là. Donc ça fait 5 ans en fait que je mange plus de viande et plus de poisson et plus tout ça. Donc je pense que tout le monde est capable de le faire si je suis capable de le faire. Donc voilà, c'est mon point de vue. Mais on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut manger que du prana, que du vril. Ouais. C'est effectivement le cas. J'ai rencontré plusieurs personnes au Québec qui vivent que du prana, c'est-à-dire qui mangent pas, qui ne boivent pas non plus, et qui vivent très bien, hein, ils sont en très très bonne santé hein, pour autant. Donc simplement ils mangent la lumière, quoi, tout simplement. Là d'ailleurs il y a quelqu'un qui a posté récemment la vidéo d'un jeune en Inde là, qui fait ça depuis un certain nombre d'années. Il y a des milliers de gens qui vont le voir. Donc ça c'est la voie effectivement. C'est la voie que j'indique pour le manifeste des cités de lumière. C'est pas une voie imposée, c'est une voie qui doit être volontaire. Moi je l'ai fait volontairement hein, d'arrêter. C'est simplement que j'ai écouté en fait ces animaux là, et puis cet arbre. Mais ça doit pas être imposé, parce que si c'est imposé, ça tient pas. Il faut que la personne décide d'elle-même. C'est très important. Donc il faut que l'ouverture de conscience se fasse par elle-même. Voilà.